Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du sujet qui est tombé en fait en 2023 pour la partie mathématique du BTS CG. Donc, le 15 mai 2023, voilà ce qui était proposé en fait aux étudiants en deuxième année de BTS CG pour la partie maths, et on va regarder un petit peu ensemble, décortiquer ces différentes parties et comprendre comment elles s'articulent. Alors, comme d'habitude, en fait, sur un sujet comme celui-là, vous avez le droit à votre calculatrice en mode examen. Et vous devez effectivement savoir vous en servir, c'est-à-dire que le jour de l'épreuve, veillez bien en fait à avoir des piles dans votre, c'est bête à dire, hein, mais des piles dans votre calculatrice, que votre calculatrice fonctionne, et assurez-vous de savoir aussi faire avec votre calculatrice les éléments que on peut vous demander éventuellement pour le BTS CG. Je pense notamment en fait à calculer par exemple un ajustement affine à partir d'une série statistique, ou par exemple à calculer des probabilités dans la loi binomiale ou dans la loi normale. Tout ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Alors, pour récupérer ce sujet-là, soit vous pouvez aller sur le site de l'APMEP, soit vous pouvez aller en description, je vous donne directement un lien pour pouvoir le récupérer. Comme d'habitude, je vais chapitrer cette vidéo pour que vous puissiez aller directement à la question qui vous a posé problème. Directement dans la description, vous pouvez cliquer sur le timecode. Et sinon, eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans cet énoncé-là. Alors on se retrouve avec deux exercices, un exercice 1 et un exercice 2, découpés en plusieurs parties. L'exercice 1 a une partie A, une partie B, et l'exercice 2 a une partie A, une partie B, une partie C. Dans ce genre d'examen, tous les exercices et toutes les parties sont indépendantes, c'est-à-dire que si jamais vous avez un problème sur une des parties, n'hésitez surtout pas à passer à la partie suivante. Il n'y a normalement aucun lien entre les parties et aucun résultat antérieur ne sera demandé pour démarrer une nouvelle partie. Voilà. Donc exercice 1, j'ai du mal avec la partie A, je perds pas de temps, je passe à la partie B, et puis on verra, on reviendra dessus sur la partie A un petit peu plus tard. Ok. Alors on va s'intéresser déjà au premier exercice. D'ailleurs on vous le dit, les deux parties de cet exercice sont indépendants. C'est vrai en fait la plupart du temps dans les exercices. On parle toujours, c'est le même sujet en fait, le même thème qui est utilisé, mais ce sont des chapitres complètement différents en fait de votre programme de maths. Ok, alors on s'intéresse à deux aspects des services de communication mobile en France. Ok. Donc, partie A, données consommées sur les réseaux mobiles en France. Le tableau ci-dessous donne le volume total en hexaoctets, noté grand EO, 1 hexaoctet égale 10 puissance 18 octets. Les données consommées sur les réseaux mobiles pour la période 2017-2021, donc vous avez l'année en première ligne, ensuite vous avez le rang de l'année. Alors pourquoi est-ce qu'on spécifie un rang de l'année ? Tout simplement pour ramener un petit peu votre graphique pour qu'il démarre à 0. On considère 2017 comme étant l'année 0, puis 2018 l'année 1 de notre étude, et ainsi de suite. Donc on garde en fait cette notion de rang. Ensuite on a le volume des données échangées en 2017, en 2018, puis dans les années qui suivent. Donc on vous dit que la calculatrice est nécessaire pour la plupart des calculs demandés, c'est une façon de vous rappeler que les opérations qui suivent ne sont pas à faire de tête, mais évidemment, dans votre calculatrice, vous allez avoir une fonction où vous pouvez les retrouver. Donc question 1, on vous demande de déterminer un ajustement affine de y en fonction de x. Selon la méthode des moindres carrés, les coefficients de l'équation de la droite seront arrondis à 0,001 près. Alors un ajustement affine, affine, ça veut simplement dire en fait qu'on est sur une ligne droite, et donc un ajustement affine a donc la forme y égale à x plus b. Et donc là, on a un y en fonction de x. Et on a deux coefficients, on a ce qu'on appelle a qui est le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire qui va déterminer la pente, et b qui est l'ordonnée à l'origine, qui est en fait la valeur où cette droite va couper l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, on me demande en fait de calculer ces deux coefficients et de les donner avec une précision de 0,001 près. Alors comment je vais faire ? Là, on me le dit, il faut que je le fasse à la calculatrice, donc il faut que je sache le faire à la calculatrice. Donc là, vous allez trouver des fonctions, soit qui s'appellent l'ajustement affine dans la partie stat des calculatrices, soit sur certaines calculatrices, ça s'appelle régression linéaire. Donc il faudra bien chercher dans votre calculatrice comment ça s'appelle, et ne pas chercher pendant l'épreuve, parce que l'épreuve, même si elle dure 2 heures, eh bien ça passe très vite en fait quand on cherche
quand il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas. Donc, moi j'ai reproduit tout simplement mon tableau ici, j'espère que je l'ai reproduit à l'identique. 220, 364, 524, 713, 861, 866. Et donc on me dit effectivement que xi, j'ai xi ici les abscisses et y les ordonnées. Donc moi j'ai Excel, donc je vais le faire avec Excel, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire avec la calculatrice aussi. Vous devez prendre en fait les xi et les yi. Alors moi je vais faire en fait un graphe, comme ça j'aurai un petit peu l'allure de ces éléments-là. Ok, est-ce que ça colle? Est-ce que j'ai bien xi en bas? Ok, je me disais aussi. J'ai donc ici mon graphique en fait qui a été dessiné. Donc on voit qu'il y a un alignement des points qui a été réalisé. Et si maintenant je veux fournir en fait un ajustement, et bien dans Excel, j'ai juste à sélectionner en fait un des points de la série et à faire un clic droit sur ce point-là et à passer sur ajouter une courbe de tendance dans le menu qui va m'afficher le petit menu de droite. Et là, on me demande en fait un ajustement affine, donc un ajustement linéaire. Donc ça, c'est désélectionné de base. Linéaire, donc un ajustement qui sera fait par une ligne droite. Et je vais donc afficher l'équation sur le graphique. Et je vais récupérer ici l'équation du graphe. Voilà. Donc ici, ça me dit que y égale à 1,641x plus 2,092. Ça tombe bien, puisqu'on me demandait d'ailleurs d'avoir toujours 3 chiffres après la virgule sur les arrondis. Et donc, je vais répondre tout simplement. Alors, j'ai pas besoin de donner d'interprétation, hein, quoi qu'il a, je ne donne pas d'interprétation. Je dis juste, voilà, l'ajustement affine pour cette série est y égale 1,641 fois x plus 2,092. Et vous pouvez rajouter calculer à la calculatrice, par exemple. Voilà. Donc là, de toute façon, si on vous demande de le calculer à la calculatrice, on ne vous demandera pas de justifier d'où vient la valeur, hein, puisque c'est simplement la calculatrice qui vous la donne. Ok, donc ça c'était la première question, plutôt simple. Deuxième question. On décide d'ajuster le nuage de points de cette série statistique par la droite d'équation y égale 1,6x plus 2,1. Alors ça, c'est cette valeur, en fait, elle arrive au moment de la deuxième question pour que si jamais vous ne soyez pas en mesure de pouvoir calculer la droite d'ajustement affine dans la première question, vous ne soyez pas bloqué dans le reste de l'examen. Donc on vous donne la droite d'ajustement, mais on vous la donne, vous voyez, avec une précision bien moindre, hein, on vous donne simplement un chiffre après la virgule. Ça vous permet de vous aider pour démarrer la deuxième question, mais c'est pas pour autant que ça répond à la première question, puisque vous n'avez pas en fait les 3 chiffres après la virgule. Mais ça vous permet notamment de vérifier que votre calcul était correct. Hein. Vous voyez que là je suis à 1,641 à la place de 1,6 et je suis à 2,092 à la place de 2,1. Donc le calcul de la droite d'ajustement affine est plutôt bon par rapport au reste de l'énoncé. Ok, donc on décide maintenant que pour le reste, on va utiliser cet ajustement affine. Et on va utiliser ce modèle pour répondre aux questions suivantes. Estimer le volume total des données consommées en 2022. Et je vais utiliser justement ma droite ici d'ajustement affine. Alors comment je vais faire ça? Je vais récupérer en fait la consommation 2022. Ok. Consommation 2022, ça veut dire que dans mon tableau 2022, je ne l'ai pas. Ça veut dire que 2022, en fait, va se situer ici, et c'est l'année qui va prendre le rang 5. Ok. Ça, c'est important, puisque 5 représente en fait mes xi. Ça veut dire que mes xi représentent le rang de l'année, et mes yi représentent le volume de données. Donc si je veux rendre un petit peu plus parlant mon expression, qui est ici, je dis donc que mon expression, eh bien le y, c'est le volume de données, ça veut dire que volume de données égale 1,6 fois rang de l'année plus 2,21. Ok. Maintenant, quelle est la consommation de 2022 ? 2022, il faut que je récupère, alors là ça peut être une erreur, attention, n'utilisez pas 2022 directement
dans la droite d'ajustement, parce que sinon, vu que la droite d'ajustement a été donnée en fonction des rangs, si maintenant vous injectez l'année, vous n'allez pas effectuer le bon calcul. Moi, je vais utiliser maintenant le rang de 2022. Le rang de 2022, j'ai vu que c'était 5. Donc je vais injecter maintenant simplement ici la valeur 5. OK. Volume des données, c'est 1,6 fois 5 plus 2,21. Il ne me reste plus qu'à calculer tout ça. Je vais utiliser ma calculatrice et je vais faire 1,6 fois 5 plus 2,1 qui donne 10,1. Alors 10,1, je pourrais rester comme ça et je pourrais dire en fait, j'ai mes 10,1, mais ce qui pourrait être intéressant, puisque souvent il y a des questions d'interprétation qui sont demandées dans les exercices, je vais tout de suite fournir également l'unité de ces 10,1. C'est en EO. Donc l'énoncé me dit que EO, ce sont des hexaoctets. Voilà. Donc je peux formuler aussi mon résultat par une phrase. En 2022, selon la droite d'ajustement affine, la consommation atteindra 10,1 EO. Voilà. Donc j'ai ma consommation 2022. Ok, ça marche. 10,1. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais prendre la partie B. Donc partie B, estime à partir de quelle année le volume total des données dépassera 15 EO. Ok. Alors comment ça marche? À partir de quelle année ça dépassera 15 EO? Oula, où est-ce qu'il est mon truc résultat? Ok. Eh bien, je vais reprendre en fait l'écriture que j'avais ici. J'ai donc le volume de données. Hop. Et j'ai ici le rang en année. Et cette fois-ci, c'est pas le rang qu'on me donne, c'est le rang que je cherche. Mais par contre, on va me donner le volume de données. Et on me dit quand est-ce que, finalement, quand est-ce que je vais dépasser les 15 EO. Je vais déjà regarder à quel moment j'aurai exactement 15. À quel moment j'aurai exactement 15, ça veut dire que j'attends un volume des données à 15. Et ce que je vais chercher maintenant, c'est le rang. Donc ici, je vais avoir 15, et je vais chercher le rang. Donc ce rang, maintenant, je vais essayer de l'isoler pour pouvoir le calculer. Alors pour l'instant, il n'est pas du tout isolé. Il se retrouve ici. Donc il va falloir que je l'isole. D'abord, je vais me débarrasser des 2,1 qui sont là. Comment je me débarrasse des 2,1 ? Je fais moins 2,1 sur le membre de droite. Mais si je le fais à droite, il faut que je le fasse aussi à gauche. Et donc à gauche, je vais avoir 15 moins 2,1 qui va être égal à 1,6 fois le rang. Ok. Maintenant, j'ai le rang qui est multiplié par 1,6. Si je veux l'isoler, il faut que je divise par 1,6 le membre de droite. Mais si je le fais à droite, il faut que je le fasse à gauche aussi. Donc, je vais me retrouver ici avec une division. Hop. Je vais simplement mettre la division en place. Voilà. Alors au numérateur, j'ai quoi? Au numérateur, j'ai 15 moins 2,1. Alors je vais tout de suite faire l'opération, ça fait 12,9. Et au dénominateur, j'ai quoi? J'ai 1,6. Je prends ma calculatrice pour faire mon calcul. Dans mon calcul, je vais donc récupérer 12,9 divisé par 1,6, qui donne 8,0625. 0,625. Et donc, je vais dépasser les 15 en fait au cours de la 8e année. Donc je suppose que ce qu'on entend par ici, c'est que je vais dire en fait, au cours de la 8e année, je vais dépasser les 15. Ça veut dire en fait qu'en arrondissant, donc je vais dépasser les 15 EO pour l'année de rang 9.
Alors cette fois-ci, pour le 9 que j'ai trouvé, hein, l'arrondi, j'arrondis 8 au supérieur, alors j'arrondis pas 8, 8,06, je devrais l'arrondir à 8 si je voulais arrondir au plus près. Mais moi, ce que je veux avoir, c'est la première année où je vais dépasser 15. Et la première année où je vais dépasser 15, c'est effectivement l'année de rang 9. Maintenant, l'année de rang 9, c'est quoi? Bah, l'année de rang 9, il faut que je regarde où elle est. Il faut que je continue ici avec les rangs, 6, 7, 8, 9. Et l'année de rang 9, eh bien, je vais avoir 2024, 2025, 2026. Voilà. Rang 9, c'est l'année 2026. Donc je vais l'écrire ici. L'année pour l'année de rang 1, ce qui coïncide avec l'année 2026. Voilà. C'est donc en 2026 que pour la première fois, je dépasserai les 15 hexaoctets. Terminé cette première partie? Oui, terminé. Il n'y avait que 3 questions. Ok. Pour la partie B, on continue de s'intéresser aux données échangées en fait par téléphonie mobile. Et cette fois-ci, on s'intéresse au nombre de SMS émis en France. Donc le tableau ci-dessus, extrait de feuille de calcul d'un tableur, donne le nombre de milliards de SMS émis chaque année en France pour la période 2017-2021. Les cellules de la ligne 3 sont au format pourcentage à 2 décimales. D'accord. Ok, donc première ligne, on a les années, de 2017 à 2021. Deuxième ligne, on a le nombre de SMS émis en milliards. Alors attention, faites bien attention aux unités, hein. C'est bien en milliards. Hein. Et la troisième ligne, c'est le taux d'évolution par rapport à l'année 2017 en pourcent. Alors ça, il faut faire attention. Il faut bien lire les intitulés de lignes. Cette ligne-là donne bien le taux d'évolution par rapport à 2017 pour chacune des colonnes. C'est-à-dire que 2018, on va chercher l'évolution entre 2018 et 2017. Pour 2019, on va chercher l'évolution entre 2019 et 2017. Donc on garde 2017 en fait systématiquement comme origine de la comparaison. Ok, donc première question. Écrire une formulation à saisir en C3 qui permet par recopie vers la droite de calculer les taux d'évolution du nombre de SMS émis chaque année par rapport à l'année 2017. Ok. On va faire un petit dessin pour bien comprendre. Donc, on est première année 2017, puis 2018, puis 2019, puis 2020, et ainsi de suite. Je veux calculer, en fait, alors je vais mettre les années, hein, ici on est en 2017, 2018, 2019. Et l'évolution, c'est quoi? Tout simplement, c'est ce qui me permet d'aller de 2017, par exemple, à 2018. Voilà. Alors, le coefficient multiplicateur, pour aller de 2017 à 2018, eh bien je multiplie tout ça par 1 plus le fameux taux d'évolution qui me permet d'aller de 2017 à 2018. Ok. Et c'est ce taux, en fait, que je cherche. Hein. C'est bien ça. Taux d'évolution par rapport à l'année 2017. Donc faites très attention hein, si vous cherchez un taux, si vous cherchez un coefficient multiplicateur. Donc moi je cherche ce qu'il va falloir mettre en C3. Ok, donc en C3, je vais chercher quelle est l'évolution de 2018 par rapport à 2017. Ok, donc ça je vais le calculer. Ici, donc formule de C3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en C3, je veux dire que... qu'est-ce que c'est qu'on a comme nombre de SMS émis? Ok. Donc, le nombre de SMS en 2017, je le multiplie par 1 plus le taux, et j'obtiens le nombre de SMS en 2018. Alors les nombres de SMS, je les ai en application chiffrée. Hein. Si je veux carrément les prendre en colonne Excel, en indice du tableau Excel, là par exemple, non, c'est pas celui-là, je reprends le sujet, ok. Le nombre de SMS émis en 2017, c'est B2, et en 2018, c'est C2. Ok.
Je vais mettre ça là, donc ça veut dire que ici j'ai B2, et ici j'ai C2. Ok, et maintenant je veux calculer le taux en fonction en fait de ces cases-là. Donc il faut que je l'isole. Donc, d'abord pour l'isoler, je vois que 1 plus T c'est multiplié par B2, donc je vais me débarrasser de ce B2. Si c'est multiplié par B2, il faut que je divise par B2 le membre de gauche. Ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite aussi. Donc sur le membre de gauche, il va me rester 1 plus T, et de l'autre côté, il va me rester, je vais reprendre le pourcentage, ma fraction, il va me rester ici C2 sur B2. Ok, alors attention, T n'est pas encore isolé, T n'est pas tout seul de son côté, il y a encore, on lui ajoute encore 1. Donc pour pouvoir isoler T, bah, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je soustrais 1 sur la partie de gauche, mais ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite aussi. Je vais donc en avoir cette formule-là. Ok. Si je peux aussi trouver une formule équivalente, qui serait de mettre en fait sur le même dénominateur, c'est-à-dire que le 1 qui est ici, 1, je pourrais l'écrire d'une autre manière, je pourrais l'écrire B2 sur B2. Comme ça, je mets tout au même dénominateur. Et B2 sur B2, ça me donnerait quoi? Maintenant que je suis au même dénominateur, ça me donnerait C2 moins B2. Voilà, et je calculerai mon taux. Donc ça, c'est le taux 2018. Enfin, c'est le taux, que je devrais mettre dans dans la formule C3, et celle-là me calculerait le taux d'évolution de 2018 par rapport à 2017. Ok, sauf que si je rentre la formule telle quelle, le problème, c'est qu'on me dit... ensuite, je voudrais par recopie par la droite calculer les taux d'évolution des SMS émis par rapport à 2017. Le problème, c'est que si je tire par la droite, qu'est-ce qui va se passer avec cette formule? Cette formule, elle dit, tu prends ce qui est juste au-dessus, tu enlèves ce qui est au-dessus, une case au-dessus et une case à gauche, et tu divises par ce qui est au-dessus et une case à gauche. Donc si jamais je le tire, cette formule, eh bien en fait, je vais avoir en C3 le taux d'évolution de 2018 par rapport à 2017, en D3, je vais avoir le taux d'évolution de 2019 par rapport à 2018, et ainsi de suite. Or, c'est pas ce qu'on me demande. Moi, je veux tous les taux d'évolution par rapport à 2017. Et donc, en fait, je veux que la case B2, en fait, elle ne bouge pas. Ok? Je veux donc que les cases C, elles, se décalent, mais je veux que la case B2 soit toujours la même. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette formule? Eh bien, il faut que je bloque la case B2. C'est-à-dire, je ne veux pas que la case B se décale, et donc, il faut que je dise, voilà, la formule en C3, je vais écrire comme ça, il faut bloquer la case B2 pour ne pas qu'elle soit modifiée au moment de la copie. Et donc, ce que je vais faire, hop, je vais prendre mon T qui est comme ça. Voilà, et je vais bloquer B2. Alors, on va juste mettre un $, sur ce qui ne doit pas bouger. Normalement, si je me décale, le B va devenir C, puis il va devenir D, et ainsi de suite. Donc il faut que je bloque la lettre, et pour bloquer la lettre, je vais mettre tout simplement un $, devant. Voilà. Alors je peux même mettre C3, hein. C3, il faut que je le bloque avec un $. Alors si vous êtes plus sûr de comment marche le $, si je mets un $, devant B, ça veut dire que B, je le fixe. Si je mets un $, devant 2, ça veut dire que 2, je le fixe. Alors c'est pas faux non plus d'écrire $B, $2, tout simplement que le $, devant le 2 ne sert à rien. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez bloquer les deux éléments. Mais bloquer B suffit largement. Voilà. Alors on va essayer de voir si ça marche. Moi j'ai Excel devant moi, donc je prends l'exercice B et je le fais ici. Et je dis donc en fait tout simplement que cette formule-là, c'est ça moins ça sur B2. Ok, et ce que je vous avais dit, c'est effectivement que si je tire ma formule, bah, je regarde le dernier, en fait, je me retrouve avec F et E. Ok, donc c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que B2 ne bouge pas. Donc je vais juste mettre un $, devant le B. Voilà, pour que si jamais je tire ma formule, B ne bouge pas. Et donc vous voyez que ici, j'ai toujours B2.
j'ai F2, c'est devenu F2, c'est la ligne qui est au-dessus, mais c'est B2 qui n'a pas bougé lors de la recopie. Ok. Ouais, je chipote. Ok. Alors, on arrive à la question 2. La question 2. Justifier que sur la période 2017 à 2021, donc c'est la période qu'on me donne, le nombre de SMS a diminué d'environ 35,2%. Alors, je crois que c'est ce qu'on vient de calculer d'ailleurs. Hein. Moins 35, si jamais j'allume un peu, 35,2, ok. En fait, on me demande de justifier cet élément-là. Alors, comment je le justifie par calcul? Bah, je vais reprendre tout simplement mon petit schéma. Et donc, ce que je vais calculer, c'est ici, je vais aller jusqu'en 2021. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de calculer le taux d'évolution, cette fois-ci, non pas entre 2017 et 2018, mais tout de suite entre 2017 et 2021. Je vais récupérer celui-là maintenant, je vais essayer de le calculer là-dessus, le taux. Alors je ne vais pas refaire le même calcul, parce qu'on va arriver au même résultat, mais le taux d'évolution, eh bien je sais que... Alors je sais plus ce qu'on... C'est quoi? C'est le nombre de SMS. Donc ce que j'essaie de faire, c'est le nombre de SMS 2017 multiplié par 1 plus le taux d'évolution devrait normalement me donner le nombre de SMS en 2021. Voilà. Le nombre de SMS en 2017, je connais. Le nombre de SMS en 2021, je connais également. La seule chose que je ne connais pas, c'est T. Et je reprends un petit peu ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Je vais reprendre directement ma formule de T qui est ici. Je ne vais pas refaire toute la démonstration, mais la formule qui est ici, ben, c'est le nombre de SMS en 2021 moins le nombre de SMS en 2017 sur le nombre de SMS en 2017. C'est juste une application en fait de ce que j'ai montré tout à l'heure. Je n'ai plus qu'à remplacer tous ces éléments-là par les bons chiffres. Donc nombre de SMS en 2021, que me dit le sujet? Il y en avait 119,6. Ok, donc 119,6. Nombre de SMS en 2017, il y en a 184,5. Et nombre de SMS en 2017, bah, il y en a 184,5. Ok, ça c'est égal à combien? Eh bien, je vais tout simplement prendre ma calculatrice. 119,6 moins 184,5 égale moins 69, divisé par 184,5. Alors attention, hein, le chiffre est négatif. Donc on a du moins 0,35 18. Et donc c'est égal à moins 35,18%. Est-ce qu'on me dit quelque chose sur justifier que sur la période 1, le nombre de SMS a diminué d'environ 35,2. Alors moi je suis à 35,18, oui, on peut dire 35,2 si vraiment on veut arrondir. Ok, donc on a justifié par calcul effectivement la baisse enfin le taux d'évolution négatif qu'il y a eu en fait entre 2017 et 2021 sur le nombre de SMS envoyés. Alors qu'est-ce qu'on me demande encore? Question 3. Calculer le taux d'évolution annuel moyen du nombre de SMS émis entre 2017 et 2021 et arrondir à 0,01 près. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je reprends mon petit dessin qui est là, ça veut dire que maintenant, ici, on connaît T. Ça veut dire qu'on est passé de 2017 à 2021, et on sait qu'on doit multiplier
par 1 plus 0,352. C'est là où on avait arrondi. Ok. Mais ça, si je multiplie par ce taux-là les nombres de SMS 2017, j'obtiens directement 2021. Et moi, ce que je veux savoir, c'est maintenant, eh bien, comment j'aurais dû évoluer chaque année, si jamais j'avais eu un taux moyen chaque année, donc toujours identique, hein, j'aurais voulu en fait que ces éléments-là, mis bout à bout, arrivent en fait aussi au taux d'évolution de 2021. Ok, donc on va imaginer par exemple ici que entre ces différents éléments, voilà, je fais un truc assez vite, voilà, on va imaginer qu'ici en fait je multiplie par 1 plus un certain, je vais mettre TM hein, pour que ce soit pas trop long, je vais mettre ici un taux moyen, voilà, et je veux que si je multiplie par ce taux moyen, j'obtiens 2018, je remultiplie par ce taux moyen, j'arrive à 2019, je remultiplie par le taux moyen, j'arrive à 2020, et je remultiplie par le taux moyen, Z, hop, j'arrive à 2021. J'espère que j'en ai pas oublié 2017, 18, 19, 20. Ok. Si je reprends mon petit schéma, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais déjà mettre ce que je sais. Pour le taux d'évolution moyen, je sais que nombre de SMS 2017 multiplié par 1 plus 0, moins 0,352, parce que le taux est négatif, est égal en fait au nombre de SMS 2021. Ok, ça je sais. Ce que je sais aussi, c'est que ce que j'aimerais, c'est que le nombre de SMS 2017 multiplié par 1 plus le taux moyen, que je vais calculer, ok, si je multiplie par ça, normalement je devrais arriver à 2018. Si je multiplie une deuxième fois, j'arrive à 2019. Encore une fois, alors attendez, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc j'ai passé, en fait, j'ai multiplié 4 fois par le coefficient multiplicateur qui correspond au taux moyen. Et là, je veux arriver au même résultat, c'est-à-dire que je veux arriver au nombre de SMS en 2021. Ok. Alors, multiplier 4 fois de suite par le même terme, on peut l'écrire de manière un petit peu plus simple. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre ici une puissance 4. Hein, parce que si je multiplie par 2 et encore par 2, j'ai multiplié par 2 puissance 3. Ben là, je vais faire exactement la même chose. Donc, puisque je multiplie 4 fois de suite par t moyen, je vais récupérer du t puissance 4. Ok. Alors là, ce qui est intéressant à voir, c'est que le nombre de SMS 2021, ben, dans mes deux équations, c'est le même. Le nombre de SMS 2017, ben, lui aussi, c'est le même. Donc si ces deux expressions sont identiques et que les nombres de SMS sont les mêmes, ben, ça veut dire en fait que le coefficient multiplicateur par lequel je multiplie est le même lui aussi. Donc ça veut dire que 1 plus t moyen puissance 4 est égal au coefficient multiplicateur que j'ai ici, 1 moins 35,02. Alors je pourrais le calculer directement, comme ça serait réglé. 1 moins 0,352 qui fait 0,648. Voilà, comme ça je peux me débarrasser des parenthèses déjà. Ok. Maintenant il faut que j'isole le t moyen. Problème, le t moyen se retrouve dans une parenthèse qui est montée à une certaine puissance. Bon, c'est pas évident, il faut que je me débarrasse de cette puissance. Alors comment je peux me débarrasser de cette puissance? Là, il va falloir se souvenir un petit peu du cours, et notamment de la partie sur les racines énièmes qui se trouve dans la partie sur les informations chiffrées. Et il faut se souvenir en fait que quand vous avez un nombre qui est monté à une certaine puissance n,
non. Qui est montée à une puissance n, voilà, et que cette puissance n, eh ben, elle est elle-même montée à une certaine puissance p, bah ça, en fait, c'est égal à a à la puissance n fois p. Voilà. Et donc, comment je vais m'en sortir? Bah, il faut que je trouve, en fait, une puissance qui est très facile à résoudre. Et une puissance qui est très facile à résoudre, c'est la puissance de 1. Quelque chose monté à la puissance 1, en fait, c'est le nombre lui-même. A puissance 1, c'est A. 2 puissance 1, c'est 2. Ok. Donc, il faut que je me débrouille, en fait, pour avoir une puissance de 1. Alors, comment je vais faire pour avoir 1 alors que je pars de 4? Bah, il faut que je divise par 4. Mais là, je ne peux pas diviser, j'ai un multiple. Bah, diviser par 4, en fait, c'est multiplier par un quart. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là, cette inscription-là. La partie de droite, eh bien, je vais lui affecter une puissance un quart. Mais on se rappelle que si jamais je le fais à gauche, bah, il faut que je le fasse à droite. Hein. Ok. Donc, je vais récupérer aussi ma puissance un quart ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui va me rester sur la partie de gauche? Bah, 1 quart fois 4, ça va me donner 4 sur 4, ça va me donner 1. Et donc, ça va mettre ma parenthèse sur 1. Bon. Donc, ici, j'ai plus de parenthèse. Hein, j'ai une puissance de 1, donc je peux me débarrasser de tout ça. Mais T moyen, pour l'instant, bah, n'est pas encore tout seul. Il n'a pas encore été isolé. Pour l'instant, il y a encore un plus 1. Et ce plus 1, il faut que je m'en débarrasse également. Donc, comment je me débarrasse de plus 1? Bah, je vais faire moins 1 sur le membre de gauche. Mais ce que je fais à gauche, il faut évidemment que je le fasse à droite. Et donc, sur le membre de droite, je vais récupérer cette valeur-là, moins 1. Je n'ai plus qu'à faire l'opération sur ma calculatrice. Je vais utiliser peut-être Excel, hein, que c'est une formule un petit peu plus complexe. Dans Excel, donc je vais faire égal 0,648 puissance 1 quart. Voilà, moins 1. Et ça me donne moins 0,103. Allez, on va faire ça comme ça. Moins 0,103. Qu'on peut donner en fait sous forme de pourcentage. Hein, moins 10,3%. Voilà. Est-ce qu'on peut donner un chiffre un peu plus significatif? Bon, je sais pas. Qu'est-ce qui est demandé dans l'exercice? Ah, 0,01% près. Mince. J'ai encore mon calcul qui est ici. Donc ça va être du 10,28. Ça va être du 10,28. Et donc ça va être du moins 10,28. Ok. 10,28. Ouais, le 7, il a arrondi à 8 parce qu'il y a un 9 qui suit. Ok, donc on est à 10,28%. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Moins 10,28. Ensuite, c'est bon? On a terminé la question? Ok, donc on a fini la question sur le taux moyen. Ensuite, on bascule sur les suites à partir de la question 4. La suite U de n modélise le nombre de milliards de SMS émis pour l'année 2021 plus n. Ok, donc en fait cette fois-ci, plus n, ça veut dire en fait que n c'est le rang de la suite, et ça veut donc dire que U de 0, bah, U de 0 c'est quand n est égal à 0, donc ça considère que U de 0 c'est l'année 2021. Donc en fait la suite U de n commence en 2021. On a ainsi U de 0 égale 19,6. Alors 19,6, ça doit être le nombre de SMS envoyés en 2021. C'est ça. Ok, donc ça c'est notre U de 0. Ok, on suppose qu'à partir de l'année 2021, le nombre U de n de SMS émis diminue chaque année de 10,3%.
Bon, c'est à peu près ce qu'on avait calculé, on avait 10,28, hein, mais effectivement c'est ça. Alors attention, on est à 10,3%, mais diminue. Hein. Donc c'est bien un taux négatif, c'est bien moins 10,3. Hein. Attention à ça. C'est pas parce qu'on vous donne un taux positif, si jamais il y a diminue dans la phrase, bah, c'est quand même un taux négatif. Donc on vous demande de calculer U de 1, puis U de 2, et arrondir à 0,1 milliard près. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Ok. Donc U de 1, U de 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, cette fois-ci, si je reprends mon petit schéma, en fait on continue à calculer U de 2. On continue à calculer donc. Je vais mettre ça, hein, 2021, c'est mon U de 0. Et ici, bah, 2022, c'est mon U de 1. Et comment je passe de U de 0 à U de 1? Eh bien, on me dit que j'ai une diminution de 10,3%. Ça veut dire que pour passer d'une année à l'autre, ici, c'est ça qu'on me dit dans le... j'ai une diminution chaque année de 10,3%. C'est-à-dire que ici, je vais avoir multiplié par 1 moins 0,103. Voilà. Bah, le calcul, je l'ai, hein, j'ai le nombre en 2021, j'ai le nombre en 2022. Il faut juste que je multiplie par ce coefficient multiplicateur. Donc je vais l'écrire, tout simplement dans mon corrigé. Voilà. Calculer et interpréter. Ok, bah je vais dire en fait le nombre de SMS en 2022 est égal à nombre de SMS en 2021 que multiplie 1 moins 10 0 10 3. C'est bien ça, hein, je vais juste vérifier. On est bien sur du 10,3%. Ok. Et donc je peux calculer directement, puisque le nombre de SMS en 2021, je l'ai, c'est 119,6. Donc c'est 119,6 que multiplie 1 moins 0,103, c'est 0,897. Ok. Et ça fait 107,28,12. Alors, on me demande probablement de l'arrondir, mais à combien? À 0,1 milliard près. Donc au dixième de milliard. Donc c'est du 107,3. Milliards de SMS. Ok. 107,3. D'accord. Qu'est-ce qu'on me demande encore? On me demande aussi de calculer, en 2023, pardon, on me demande de calculer U1. Ça, c'était ça, U1. Et on me demande de calculer aussi U2. Alors, je vais faire exactement pareil, hein, nombre de SMS en 2023 est égal à nombre de SMS en 2022. Et je vais utiliser le même coefficient qu'avant, c'est-à-dire 0,897. Le nombre de SMS 2022, je l'ai calculé juste à l'instant. C'est 107,3. Je l'ai peut-être encore dans ma calculatrice. Voilà. Je vais multiplier tout simplement par 0,897. Pouf. Ça fait 96,23. Si jamais j'arrondis, ça me fait 96,2. Ça fait 96,2%. Et on me dit, deuxième partie de la question, interpréter ces résultats dans le contexte de l'exercice. Alors ça, c'est une question qui fait souvent peur, interpréter les résultats, mais en fait, c'est pas très compliqué. Vous avez juste en fait à mettre une phrase en français autour des chiffres que vous venez de calculer. Ok. Donc ça veut dire que... alors, je vais reprendre simplement les éléments. Hein. Ici, c'est quoi? C'est le nombre de SMS émis en milliards. Le nombre de SMS émis atteindra
107,3 milliards en 2022. Premier résultat. Et le nombre de SMS émis atteindra... Ouh, c'est pas 1% ça, pourquoi j'ai mis 1%? Ça ressemblait tellement à 1%. C'est des milliards de SMS. Atteindra 96,2 milliards en 2023. Très bien. Bon. Ok, question A, c'est bon. On va partir sur la question B. Alors la question B, c'est quoi? C'est quelle est la nature de la suite U de n et préciser sa raison justifiée. Alors, justifier la nature de la suite U de n, eh bien on va regarder un petit peu comment ça se passe. On voit que pour passer 2021-2022, j'ai multiplié par 1 moins 0,103. Et si je continue, on me dit que la baisse est la même en fait tous les ans, c'est une baisse continue de 10,3%. Et bien pour avoir 2023, j'ai multiplié par le même coef. Et si je veux avoir 2024, je vais encore multiplier par le même coef. Ça veut dire que je vais toujours multiplier par en fait la même valeur. Et bien en fait, une suite où chaque élément est l'élément précédent multiplié par la même valeur, c'est ce qu'on appelle en fait une suite géométrique. Donc, la suite U de n est une suite géométrique, car chaque élément U de n de la suite est égal à l'élément qui le précède, c'est-à-dire U de n-1, auquel on multiplie, j'ai encore la valeur qui est là, 0,897. On va mettre ça en exposant pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Donc on est typiquement dans le cas d'une suite géométrique puisque on multiplie toujours par le même élément. D'ailleurs on me demande probablement préciser sa raison. Eh bien c'est la raison de la suite U de n est précisément le nombre par lequel on multiplie chacun des éléments pour obtenir le suivant, c'est-à-dire 0,897. Ok. Bon, donc on est en présence d'une suite géométrique. Qu'est-ce qu'il faut encore? Pour tout entier naturel n, exprimer U de n en fonction de n. Alors là, ce qu'on nous demande en fait tout simplement dans la partie C, c'est de déterminer le terme général de U de n, c'est-à-dire U de n en fonction de n et en fonction de U0. Alors on le sait, hein, une suite géométrique, donc ça c'est dans le cours, une suite géométrique en fait admet toujours un terme général, U de n est égal à U de 0 que multiplie la raison à la puissance n. Donc ça c'est le terme, le terme général en fait de toutes les suites géométriques, hein, c'est ce que nous apprenons dans le cours, on pourrait le retrouver. Pourquoi est-ce qu'on a cette forme-là? Tout simplement parce que, si je reprends mon dessin, en 2021 je suis à U0, si j'obtiens en 2022, j'ai multiplié une fois par la raison. Si je veux arriver au terme 2023, il faut que je multiplie 2 fois par la raison. Donc je multiplie par la raison au carré. Si je veux 2024, il faut que je multiplie 3 fois par la raison. Donc raison au cube. Donc U de U3 raison au cube, U2 raison au carré, U1 raison puissance 1. Donc on est bien en fait sur cette forme-là. Donc je n'ai plus qu'à remplacer en fait ces termes-là par les éléments que je connais. Donc U de n est égal à U0. Alors U0 c'est le nombre de SMS échangés en 2021 qui est 119,6. Que multiplie la raison? La raison, je l'ai donnée, c'est 0,897. Puissance n, je vais le mettre ici. Et voilà. Je vais mettre ça. Terme général de la suite, un égale
Voilà. On est bon. On est bon là-dessus. C'est vrai que ça, c'est plutôt une question de cours. Ensuite, on arrive à la question D. D'après ce modèle, quel serait le nombre de SMS émis en 2027, arrondir à 0,1 milliard après milliard près. Bon. Alors, on avait 2023. On avait déjà calculé 2023 qui était là. Donc, si je prends le nombre de SMS en 2023, si je prends le nombre de SMS en 2023, il faut que je multiplie par 0,897 et je vais obtenir les SMS en 2024. Moi, on me demande 2027. Donc, il faut que je multiplie une fois pour avoir 2024, deux fois pour avoir 2025, trois fois pour avoir 2026 et quatre fois pour avoir 2027. Donc, je vais tout simplement mettre puissance 4. Je peux faire ça, ou alors il y a une autre façon de faire, hein, qui serait de dire 2027, je pourrais partir de U0. Alors 2027, ça serait quoi? Alors, faudrait que je me fasse un petit tableau, mais on pourrait dire par exemple que si 2021 c'est U0, bah 2022 c'est U1. Je pourrais le faire comme ça aussi. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Donc 2027, c'est le terme U2, U3, U4, U5, U6. Donc en fait, il faut que je calcule U6. Donc je pourrais le dire comme ça. Hein. Je pourrais soit le faire comme ça, soit dire que 2027 correspond au terme U6 de la suite. Et donc, à partir de son terme général, bah je sais que U6 est égal à voilà, c'est égal à U0 multiplié par la raison qui est de 0,897 puissance n, ah, là je suis à 6, donc c'est la puissance n. Je n'ai plus qu'à calculer tout ça, mais vous allez voir qu'en fait on va arriver, que l'on prenne une solution ou l'autre, on va arriver à la même chose. Hein. Je vais faire déjà le premier, 0,897 puissance 4 multiplié par 96,2, j'obtiens 62,28. Toujours milliards de SMS. Okay. Et si je prends la deuxième solution que j'ai trouvée, je prends les 0,897, je les mets à la puissance 6, et je multiplie par U0. U0, c'est 119,6. Et ça me donne 62. Alors, il y a des différences un petit peu sur les arrondis, mais on arrive sur 62,3 milliards de SMS. On a un peu des différences au niveau des arrondis, mais on ne doit pas être loin. Qu'est-ce qu'il nous demande en termes d'arrondis? Arrondir à 0,1 milliard. Donc arrondir à 0,1 milliard, ça veut dire juste un chiffre après la virgule. Donc ici, en fait, on est à 0,3 milliard également. Voilà. Donc on trouve les mêmes résultats, en fait, que l'on passe par l'un ou par l'autre. Les petites différences que j'ai eues, en fait, dans mes calculs, tout simplement, ça vient du fait que je suis parti sur un nombre de SMS 2023 qui était arrondi, mais vous voyez, en fait, que ça me donne quand même, en fait, un bon ordre de grandeur. Ok. Donc ça marche. D'après ce modèle, quel serait le nombre de SMS émis en 2027? Ça, on vient de le faire. Donc maintenant, le E, d'après ce modèle, en quelle année le nombre de SMS émis sera-t-il pour la première fois sous les 50 milliards? Ok. Alors, est-ce qu'on l'est déjà en 2027? Non, on ne l'est pas encore en 2027. Donc,
On peut dire qu'en 2027, on compte 62,3 milliards de SMS. Ok. Donc comment j'obtiens 2028 ? 2028, je prends 2027, donc c'est les 62,3 que j'ai ici, je les multiplie toujours par la raison 0,897. Et j'obtiens 55,88. Ok ? Donc ça c'est 2028, je ne suis pas encore en dessous des 50. Donc je remultiplie par 0,897. Toujours pas au-delà des 50, là je suis en 2029. Et là je remultiplie par 0,897. Et donc j'ai 28, 29, 30. Et donc effectivement, je vais marquer que en 2030, on compte si j'arrondis, ouais, on va compter 45 milliards de SMS. Et pour la première année, il y en a moins que 50 milliards. Voilà. Ok, on peut le faire comme ça. Donc ça marche. Et donc on a effectivement, on va trouver sur 50 milliards. Bon bah voilà. Il suffit en fait de continuer à multiplier par la raison jusqu'à ce que on arrive en dessous des 50 milliards. Bon. Ben là, on a répondu à la question E et ça nous permet de terminer le premier exercice de cette évaluation finale. On passe donc à l'exercice 2, donc toujours les trois parties de cet exercice sont indépendantes. On s'intéresse à la production d'un producteur de noix, un nuciculteur du Périgord. Ok. Donc question 1, on va parler de probabilité conditionnelle et on va parler d'arbre de probabilité. Donc pour ce nuciculteur, 62% des noix récoltées sont de variété franquette, 27% des noix récoltées sont de la variété corne, et le reste sont des noix de la variété marbeau. Une étude statistique a montré que 3% des noix de la variété franquette, 4% des noix de la variété corne et 2% des noix de la variété marbeau sont vides quand elles sont récoltées. Alors, c'est pas la peine d'être un spécialiste en noix, hein, il vaut mieux être un spécialiste en probabilité qu'en noix dans ce genre d'exercice. On choisit une noix au hasard dans la récolte de ce nuciculteur. Toutes les noix ont la même probabilité d'être choisies. Ok. Donc on imagine en fait qu'on a des noix qui viennent de plusieurs variétés et qu'à la fin en fait on met tout dans un même bac ou dans une même cuve hein, et que donc toutes les noix sont mélangées et donc on a la même probabilité d'avoir, enfin on va tirer une noix au hasard sans savoir en fait de quelle variété elle est. Donc on va définir des événements suivants. F c'est la noix de variété franquette, C c'est la noix de variété corne, M c'est la noix de variété marbeau, V la noix est vide et non V c'est l'événement contraire de V, donc la noix n'est pas vide. Alors on me demande déjà de recopier et de compléter l'arbre de probabilité suivant. Ok, donc là on a toutes les probabilités, c'est franquette, corne, marbeau, et vide, pas vide, vide, pas vide. Est-ce qu'on a toutes les probabilités? Ouais, je crois qu'on les a. Oh, on les a. Ok. Moi, je l'ai déjà commencé je l'ai mis sous Excel. Donc, je l'ai ici. Et on va essayer de le remplir par rapport à l'énoncé. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu l'énoncé de côté. Voilà. Et on va essayer de le remplir. Donc, pour ce nuciculteur, 62% des noix sont récoltées sur de la variété franquette. Alors, ça, c'est déjà en place. Ça vous est donné. C'est les 0,62 qui sont là. C'est les 62% de noix de franquette.
27% sont des noix récoltées de la variété corne, donc c'est le C. Donc 27%, c'est 0,27. Et le reste sont des noix de la variété Marbeau. Alors qu'est-ce qui reste? Bah, ce que le nuciculteur récolte, en fait, il récolte 100% des noix. 100% des noix, bah, ça veut dire que s'il y a 62% plus 27, les deux ensemble, ici, vont faire ensemble 89%. Et donc, ce qui va rester dans le dernier, bah, c'est 1 moins la variété corne, moins... Non. J'ai pas mis la formule. Égale 1 moins les 0,27 moins les 0,62. Ça va me donner 0,11. 0,11, normalement, si je fais 0,62 plus 0,27 plus 0,11, normalement, je devrais avoir 1, puisque la somme des probabilités, en fait, de toutes les branches, me donne toujours 1, puisque ça correspond, en fait, à 100% des individus. Ok, donc ça, c'est pour les variétés. Ensuite, je vais m'intéresser à la deuxième partie de l'arbre, c'est les éléments vides et non vides. Une étude statistique a montré que 3% des noix de variété franquette, 4% des noix de la variété corne et 2% des noix de la variété marbeau sont vides. Alors là aussi, on me donne déjà une valeur, on me donne les 0,3. Les 0,3, ça correspond aux 3% de noix de la variété franquette qui sont vides. Donc combien il y en a qui ne sont pas vides? Bah, s'il y a 3% des noix vides, il y en a 97 qui ne sont pas vides. Donc ici, je vais avoir 0,97. Pour les cornes, c'est 4%. Donc 4% sont vides, ça fait 0,04. Combien ne sont pas vides? Bah, le reste, 0,96. Ensuite, ok, et 2% des noix marbeau sont vides, donc 0,02 sont vides, et le reste n'est pas vide, c'est 0,98 ou 98%. Et mon arbre de probabilité, ben, j'ai déjà terminé, il est rempli. Voilà, recopier et remplir l'arbre de probabilité, ben, c'est fait. Donc l'arbre de probabilité, c'est une affaire qui roule. Je vais tout de suite le coller ici. Voilà. Ok, question 2. Question 2. A. Calculer la probabilité que la noix soit de la variété franquette et qu'elle soit vide. Ok, donc ce qu'on me demande de faire, en fait, c'est de poursuivre la branche franquette et vide. Ok, alors comment je calcule ce genre de probabilité? Probabilité du vide dans les franquettes. Alors, je vais faire tout simplement la probabilité que je suis dans les franquettes et je vais faire une intersection équation manuscrite, hop, que ce soit franquette et que ce soit vide. Donc il faut les deux critères, donc c'est pour ça que j'ai une intersection. Donc là, si vous vous souvenez des formules, par exemple, pour calculer les probabilités conditionnelles, vous savez que la probabilité pour que ce soit une franquette et que ce soit vide, eh bien c'est la probabilité que ce soit une franquette multipliée par la probabilité que ce soit vide, sachant que c'est une franquette. Indice. Voilà. Donc j'ai plus qu'à trouver mes éléments sur mon, sur mon arbre probabiliste. Hein. La probabilité que ce soit une franquette, c'est 0,62. La probabilité que ce soit vide, sachant que c'est une franquette, c'est 0,03. Donc la probabilité, si jamais j'ai toutes les noix de mon producteur au même endroit, la probabilité que je tire une noix et qu'elle soit franquette et vide, eh bien je peux le calculer. C'est tout simplement 0,62 multiplié par 0,03. Et ça fait 0,0186. Voilà. Ok. Ça marche. Bon, c'est tout ce qu'on me demandait.
Ouais. Alors à la limite, je peux mettre un petit texte explicatif. Hein. La probabilité qu'une noix prise au hasard dans la production soit... alors qu'est-ce qu'on dit, de type franquette ou de... Qu'est-ce qu'on dirait? De variété franquette? Ouais. De variété franquette. Probabilité qu'une noix prise au hasard dans la production soit de variété franquette et qu'elle soit vide est de 0,0186 ou 1,86%. Ok. Donc, ça c'est pour les franquettes vides. Voilà, 1,86%. Qu'est-ce qu'on me demande dans la B? Dans la B, on me demande de calculer la probabilité que ce soit une franquette. Ah oui, d'accord. Donc là, on me dit pas... ça, c'est moi qui ai déjà interprété. Bon, je vais l'écrire comme ça. Donc on me demande de calculer F et V bar. Je peux dire aussi, hein, c'est F et non V. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que F et non V? Alors je vais tout simplement essayer de le calculer. Bah, tout simplement, c'est la probabilité d'être de variété franquette et la probabilité d'être non vide, sachant que on se retrouve dans une variété franquette. Je vais reprendre, donc franquette, c'est 0,62, que multiplie non vide, c'est 0,97 si je parle des franquettes. Et pareil, il faut que je prenne ma calculatrice pour faire 0,62 multiplié par 0,97. Ça fait 0,614. Et je vais reprendre ma petite phrase qui est là. Alors je vais la copier-coller, hein, évidemment. Moi j'ai du bol avec l'ordinateur, je peux faire ça. La probabilité qu'une noix prise au hasard dans la production soit de variété franquette et qu'elle ne soit pas vide est de 0,74 ou 60,14%. Voilà. Bon. Ok. On arrive à la question 3, tout doucement, démontrer que la probabilité de vide est de 0,0316. Donc encore une fois, c'est une question qui vous donne le résultat. Donc c'est une question qui est intéressante puisque votre calcul, vous pouvez vérifier qu'il est juste. Il faut le confronter en fait à vos 0,0316. Alors qu'est-ce que ça veut dire la probabilité qu'une noix soit vide? Si je reprends mon arbre probabiliste, si elle est vide, ça peut être une franquette, et dans ce cas-là, je suis ici. Si elle est vide, elle peut aussi être une corne, et donc là, elle est là. Et si elle est vide, c'est quoi une Marlboro? Je peux être ici. Donc ça veut dire qu'il faut que je calcule la probabilité de cette branche, la probabilité de cette branche, la probabilité de cette branche, et ensuite je cumule les trois pour retrouver la probabilité du vide. Alors comment je fais ça? Je vais tout simplement l'écrire. Probabilité du vide, la probabilité que la noix soit vide, c'est la probabilité qu'elle soit une franquette et qu'elle soit vide, plus la probabilité d'une corne et qu'elle soit vide, plus la probabilité d'une Marlboro et qu'elle soit vide. Ok. Alors, cette partie-là, je l'ai déjà calculée. Mais ce que je pourrais faire, pour vraiment bien expliquer le calcul, c'est que chaque intersection qui est ici, ou chaque inter, je vais en fait la développer. La probabilité que ce soit une franquette et qu'elle soit vide, j'ai vu en fait que c'était tout simplement ces éléments-là. C'est la probabilité que ce soit une franquette et qu'elle soit vide, sachant que c'est une franquette. Ensuite, je vais prendre cette partie-là, je vais la développer, c'est la probabilité d'être une corne et la probabilité d'être une vide, sachant que je suis dans une corne.
Ah, il a pris ça comme une formule. Bon. C'est pas ce que j'espérais. Ok, donc la probabilité d'être une corne et d'être vide. Et le dernier, c'est la probabilité d'être une Malbro et là, plus la probabilité d'être vide, sachant que je suis sur une Malbro. Voilà, je vais mettre ça en indice pour que ça pose pas de problème. Voilà, l'AIRAL, j'ai mis 2 espaces, je suppose. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à calculer ces éléments-là. Je les remplace tout simplement par les chiffres. Donc, la probabilité que ce soit une franquette, je vais garder mon arbre de probabilité juste sous les yeux. Hop, je vais garder ça sous les yeux et comme ça, j'aurai tout en place. Donc, la probabilité que ce soit une franquette, 0,62. Probabilité de vide, sachant que je suis une franquette, 0,03. Probabilité d'être une corne, 0,27. Que multiplie la probabilité d'être vide alors que je suis une corne, 0,04. Plus la probabilité d'être une Malbro, 0,11. Multiplié par la probabilité d'être vide si je suis une Malbro, 0,2. J'ai plus qu'à calculer tout ça. Donc, 0,62 multiplié par 0,03, ça fait 0,0186. Ensuite, j'ai 0,27 multiplié par 0,04, ça fait 0,0108. Et le dernier, je le calcule comme ça. J'ai 0,11 multiplié par 0,02, ça me fait 0,0022. Je fais l'addition des trois termes. 0,0186 plus 0,0108 plus 0,0022 et ça me fait 0,0316 ou 3,16%. L'énoncé, je crois qu'il me donnait le résultat. 0,0316, bah c'est exactement ce que j'ai trouvé. Donc ça marche. 0,0316 ou 3,16%. Donc on a détaillé le calcul. Je vous ai montré comment on arrivait en fait à détailler le calcul pour trouver les vides. C'est pas si compliqué que ça, hein. On a 3 branches qui terminent en vide. Il faut que je calcule la probabilité d'arriver dans chacune des branches. Et une fois que j'ai cette probabilité, je les additionne les 3 et j'obtiens la probabilité d'avoir du vide. Dernière question pour cette partie A. On suppose que la noix choisie n'est pas vide. Quelle est la probabilité qu'elle soit de variété corne? A. Arrondir le résultat 0,001 près, donc 3 chiffres après la virgule. Donc cette fois-ci, le problème il est un petit peu différent. Je pioche dans la production une noix au hasard. Je vois qu'elle est vide. Ok. Je vois qu'elle est vide et je veux savoir si c'était une corne. Quelle est la probabilité que ce soit une corne? Donc je vais déjà écrire cette probabilité. Quelle est la probabilité que cette loi soit une corne, sachant qu'elle est vide? Et là, c'est un problème, encore une fois, c'est un problème complètement de probabilité conditionnelle. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller dans le cours qui traite de cette partie-là et d'aller chercher la formule qui parle de ça. Vous allez voir qu'il y a une formule qui permet de traiter ce genre de choses. Et donc en fait, cette probabilité conditionnelle, comment je vais l'écrire? C'est la probabilité de V de V inter C. Ah, j'aurais dû faire un...
j'ai besoin en fait d'une barre de fraction, d'une barre de... Hop. Hop, donc ça c'est mon numérateur. Et en bas j'ai quoi? Ben en fait j'ai la probabilité en fait d'être vide. J'ai au dénominateur en fait la probabilité, j'ai en dénominateur j'ai la probabilité en fait de l'élément qui est fixé. Et là l'élément qui est fixé c'est vide, je sais que c'est vide. Alors le PV c'est facile, je l'ai calculé ici. Donc mon dénominateur je l'ai. Ça c'est assez simple. Il est ici, c'est 0,0316. Ça c'est bon, j'ai mon dénominateur. Et au numérateur j'ai quoi? Ben, j'ai en fait l'intersection de... il faut qu'elle soit vide et qu'elle soit de la variété corne. Et ça je l'ai aussi déjà calculé. Quelque part, je l'ai calculé ici. Ok, donc c'était le deuxième terme, donc c'était la probabilité de C multipliée par la probabilité de V par C, c'était 0,27 multiplié par 0,4, et c'était donc 0,0108. Je vais prendre ça pour le numérateur. Voilà. J'obtiens en fait un numérateur et un dénominateur. Tous les deux sont des nombres. Là, il ne me reste plus en fait qu'à calculer. Je vais donc faire 0,0108 divisé par 0,0316 et j'obtiens 0,342. C'est vide ou c'est pas vide? On suppose que la noix choisie n'est pas vide. Ok. Autant pour moi. Ok. Donc la noix n'est pas vide. Voilà. Qu'est-ce que ça change en fait pour mon calcul? Ça change pas grand-chose. Hein. Si je sais que 3,16% des noix sont vides, bah, automatiquement, le complément jusqu'à 100% est non vide. Ok. Donc ici, il va juste falloir que j'intercale ici 1 moins 0,316. Donc, je vais calculer mon dénominateur. Au dénominateur, j'ai donc 1 moins 0,0316, qui me donne 0,9684. Ok, j'ai plus qu'à faire mon petit calcul maintenant. Et ça me donne 0,0108 divisé par 0,9684. Je sais ce que j'ai fait. Depuis le début, en fait, là, j'ai gardé le vide. En fait, c'est non vide aussi, ici. Hop. C'est le non vide qui est là. Et là, c'est la probabilité de non vide par C. Et donc, en fait, mon 0,108, je ne peux pas le réutiliser ici. Quelle est la probabilité de C? Je prends mon arbre probabiliste. La probabilité de C, c'est d'être de 0,27. Ok. Et quelle est la probabilité d'être non vide sachant C? Bah, sachant C, non vide, c'est 0,96. Je suis vraiment parti sur le vide tout le temps. Et donc mon numérateur ici, bah, il faut que je le recalcule. Hein. C'est 0,27 multiplié par 0,96. C'est 0,2592. 25,92. 0,2592. Voilà. Non, un seul 0 suffit. Voilà. Et donc maintenant, je suis vraiment parti avec le vide jusqu'au bout. Hein. Ça ne voulait pas rentrer que c'était du non-vide. 0,9684.
et qui me donne normalement du 0,267,6. Il faut l'arrondir à combien? Il faut l'arrondir à 3 chiffres après la virgule. Ok, donc 0,268 ou 26,8%. Voilà. Ouais, celui-là, il voulait pas. Le non-vide voulait pas. Donc effectivement, si je suis sur du non-vide, ben c'est le complément du vide. Voilà. Donc ça fonctionne. 26,8%. Ok. Il me reste encore deux parties dans cet exercice. Donc une partie sur la loi binomiale et une partie sur la loi normale. Ok, loi binomiale, ça semble plutôt normal, hein, puisqu'effectivement, si votre noix elle est vide ou pas vide, ça se prête assez bien à une loi binomiale. Donc on prélève au hasard 100 noix dans la récolte de ce nuciculteur. La quantité de noix est assez grande pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Okay. Donc cette phrase, elle est très importante, puisqu'elle vous dit que, comme on assimile avec un tirage avec remise, ça veut dire que toutes les expériences sont identiques. C'est-à-dire que c'est pas parce que je sors une noix de la production que je déstabilise les propriétés, les probabilités en fait de mon espace de prélèvement. On considère la variable aléatoire x qui, à tout prélèvement de 100 noix dans la récolte de ce nuciculteur, associe le nombre de noix vides. Ok, donc sur 100 noix, combien j'en ai de vides? On admet que la probabilité pour qu'une noix soit vide est égale à 0,03. Donc, 3% des noix que je prélève sont vides. Question 1. Justifier que la variable x suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que on peut être sur une loi binomiale? Déjà, première chose, c'est dit par l'énoncé. Comme le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise, cela veut dire que toutes les expériences sont identiques. Ok, première chose pour la loi binomiale. Autre chose, le critère de recherche, ou le... Alors comment est-ce qu'il dirait ça? Ouais. On cherche à déterminer si une noix est vide ou non vide. Il n'y a donc que deux issues possibles pour chaque expérience. Donc ça, c'est les critères de la loi binomiale. Il faut qu'il n'y ait que deux issues possibles. Gain ou perte, pile ou face, ce genre de choses, c'est de la loi binomiale. Et il faut que toutes les expériences soient identiques et qu'aucune expérience n'ait une influence sur une autre expérience. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Donc là, j'ai précisé les critères, dont on précisera les paramètres. Alors, les paramètres de la loi binomiale. Les paramètres d'une loi binomiale, c'est le nombre d'expériences, n, le nombre d'expériences. Donc ici, c'est combien de fois, en fait, combien de noix j'évalue. Donc ici, c'est 100. Et P, la probabilité de succès. Alors, qu'est-ce qu'on considère ici comme un succès? Est-ce qu'on considère comme un succès d'avoir une noix vide ou d'avoir une noix pas vide? Qu'est-ce qu'on va chercher dans le reste de l'exercice? Non, on va chercher une noix vide. Donc on considère comme un succès d'avoir trouvé une noix vide. Donc effectivement, ça va être du 0,03. Donc on a donc une loi binomiale B 100,03. Voilà. Ok. Calculer l'espérance
de la variable aléatoire x et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Ça, c'est typiquement une question de cours. Dans le cours, effectivement, sur les lois de probabilité, vous pouvez récupérer le cours sur la loi binomiale. Et dans la loi binomiale, on nous dit tout simplement que, hop, loi binomiale, on a donc tout simplement l'espérance dans une loi binomiale, c'est tout simplement c'est le produit de ses paramètres. Donc le produit du nombre de tirages multiplié par la probabilité de succès. Donc, ma variable aléatoire, c'est toujours x ici. Ouais. Donc ce que vous pouvez dire tout simplement, pour répondre, c'est que, calcul de l'espérance, c'est que l'espérance de x est égale à n fois p, donc c'est égal à 100 multiplié par 0,03, et c'est donc égal en fait à 3. On vous demande d'interpréter... bon, ça je vais le fermer, j'en ai plus besoin. On vous demande d'interpréter dans le contexte de l'exercice ce résultat. C'est ça, et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice, ok, ça veut tout simplement dire, l'espérance en fait, comme son nom l'indique, hein, c'est ce que l'on espère retrouver en fait en répétant l'opération. Et donc en fait, si on prélève 100 noix de la production, on s'attend en moyenne à trouver 3 noix vides. Voilà, tout simplement. Partie 3. Calculer P de x est égal à 0, arrondi à 0,001 près, et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors P de x est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez que la probabilité de x d'être à 0. Alors x c'est quoi? C'est la valeur, x c'est la variable aléatoire qui vous dit combien de noix vides vous avez dans le prélèvement. Donc en gros, ce qu'on essaie de chercher ici, c'est quelle est la probabilité pour qu'il n'y ait aucune noix vide dans les 100 qui sont prélevés. Alors là, on ne vous demande pas de le calculer de tête, hein, ni à la main, on vous demande tout simplement d'utiliser la formule de la loi binomiale dans votre calculatrice. Souvent, elle est cachée dans le menu stat. Alors moi, je vais utiliser Excel, mais c'est à peu près le même principe. Hein. Je vais prendre en fait un nouveau tableau, et je vais dire voilà, je voudrais en fait, valeur de x, je voudrais récupérer pour 0. Et je vais utiliser une loi binomiale. Alors loi binomiale, hop, je l'ai quelque part dans Excel, j'ai une fonction qui s'appelle loi binomiale, hop, .n, donc vous aurez la même chose sur votre calculatrice. Donc on me demande le nombre de succès. Alors le nombre de succès, je vais le donner, il est en A2, c'est 0. Hein. Le nombre de tirages, je prends 100 noix. La probabilité de succès, elle est de 0,03, c'est l'énoncé qui me le dit. Est-ce que je veux une cumulative? Non, je veux pas une cumulative. Voilà. Et donc je vais avoir 0,04755. Donc là... Donc je vais avoir ici P de x est égal à 0. C'est égal à 0,04755. Qu'est-ce qu'on me dit sur la précision? Ah, 3 chiffres après la virgule. Alors, 3 chiffres après la virgule, c'est ici. 0,476. 3 chiffres après la virgule, c'est 0,476. Ah oui, non, moi j'ai mis des chiffres significatifs, mais si j'ai 3 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, c'est même ici 48. Ok, donc la probabilité qu'il n'y ait pas de noix
vide dans mon... On me demande de l'interpréter d'ailleurs, sinon je l'écris tout de suite. Ouais, interpréter le résultat. Ok. Donc, je vais mettre, si on prélève 100 noix de la production, il y a 4,8% de chance qu'il n'y ait aucune noix vide parmi les 100. Voilà. Si on prélève 100 noix de la production, il y a 4,8% de chance qu'il n'y ait aucune noix vide parmi les 100. Alors ça, je peux le mettre aussi, hein, fait à la calculatrice. Ça, c'est pas à moi, en fait, de faire le calcul dans ce cadre-là. Ok, ensuite, on vous demande de calculer P de x inférieur à 3 et arrondir toujours à 0,01. Alors, comment je fais ça? Ben, je fais toujours à la calculatrice, mais cette fois-ci, je vais prendre... Quelle est la probabilité, en fait, qu'il y ait 3 noix et moins vides? Bon. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il y en a 0, auquel j'ajoute la probabilité qu'il peut y en avoir une, auquel j'ajoute la probabilité qu'il peut y en avoir 2, auquel j'ajoute la probabilité qu'il peut y en avoir 3. Ok. Et donc, j'ajoute tout simplement ces 3 éléments. Donc, je peux en avoir 0, je peux en avoir 1, 2 ou 3. Moi, je vais tirer ma formule vers le bas. Et la somme de toutes les probabilités, si j'en fais la somme, moi j'ai ici 0,647. Voilà. Donc ça, vous faites toujours à la calculatrice, hein. Alors, soit effectivement vous avez une calculatrice qui vous donne directement avec une inégalité, vous pouvez le faire aussi, soit effectivement vous recherchez les 4 éléments et vous pouvez les additionner. Les deux styles fonctionnent. Cinquième question, enfin, de cette loi binomiale, calculer la probabilité pour que, dans un tel prélèvement, au moins 4 noix soient vides. Alors là, au moins 4 noix soient vides, ça veut dire quelle est la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 4. Alors, soit vous repartez sur la calculatrice, et puis vous recalculez ça. Alors là, vous avez intérêt par contre d'avoir une calculatrice qui permet de faire le calcul avec une inégalité. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un prélèvement de 100. Donc supérieur ou égal à 4, ça veut dire la probabilité que ce soit 4, que ce soit 5, que ce soit 6, que ce soit 7, que ce soit 8, que ce soit 9. Donc vous n'allez pas non plus calculer 96 probabilités. Donc soit votre calculatrice, elle sait faire ça, avec une inégalité, soit on peut réfléchir différemment en disant, qu'est-ce que c'est la probabilité d'avoir plus de 4 vides? Bah, c'est la somme des probabilités moins la probabilité d'en avoir 3 et moins. Et ça tombe bien puisque je l'ai calculé en haut. Donc je peux avoir 1 moins 0,647. Et ça me donne... Hop, je vais faire la calculatrice pour pas qu'il y ait d'erreur. 1 moins 0,647 qui fait 0,353. Ok. Bon, bah voilà. Problème de la loi binomiale, elle est réglée. On va terminer avec quelques petites questions sur la loi normale. Donc la loi normale, on note y, la variable aléatoire qui, à chaque noix récoltée par ce nuciculteur, associe sa masse en grammes. On admet que y suit une loi normale d'espérance 28 et d'écart type 4. Ok. Bon. Donc on est sur une loi normale, donc on est sur cette fameuse courbe en cloche. Et donc on a une courbe qui ressemble un petit peu à ça. Je vais la tracer correctement. Hop.
Voilà, c'est pas exactement celle-là, mais ça nous permettra de bien comprendre comment ça fonctionne. Ok. Cette courbe, on nous dit, elle a une espérance de 28. Alors en fait, 28, c'est quoi? C'est son axe de symétrie, finalement. C'est en fait le milieu de la courbe. Alors c'est pas tout à fait bien tracé, mais qu'on ait juste une petite idée. Ici, je vais avoir la valeur 28, c'est le poids moyen. Et cette espérance, en fait, elle est axe de symétrie de la fonction de répartition de ma fonction normale. Et j'ai un écart type de 4. Ça veut dire quoi, encore une fois? L'écart type de 4, ça veut tout simplement dire c'est un indicateur de disparité. Plus l'écart type est grand, en fait, plus la courbe va être ratatinée, plus les différents individus seront loin de l'espérance, plus l'écart type va être rapproché, va être faible, plus les individus vont être rapprochés de l'espérance. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Le nuciculteur vend une partie de sa récolte sous la forme de filets contenant 100 noix chacun. Quelle est la masse moyenne d'un filet? Donc c'est la masse d'une noix en grammes. Ok, et là il en vend 100. Ok, et on veut avoir la masse d'un filet. Bon, ça c'est une question à laquelle on va répondre assez vite. Donc masse moyenne du filet, donc du coup, si une noix a une masse moyenne, a une espérance de masse, je peux écrire ça comme ça, a une espérance de masse de 28 grammes, c'est en grammes que c'est donné, oui, ok, et bien 100 noix ont une espérance de masse de 100 fois 28, qui est égal à 2800 grammes. Donc 2800 grammes ou 2,8 kg. Ok. Si une noix a une espérance de masse de 28 grammes, 100 noix ont une espérance de masse de 100 fois 28, qui est égale à 2800 grammes ou 2,8 kg. Bon. Déterminer P, Y, 36, arrondir à 0,01 près. Là aussi, ça c'est quelque chose qu'on s'attend à faire à la calculatrice et sur laquelle on vous demandera pas forcément de calcul. Simplement, pour préciser, qu'est-ce que c'est P de Y 20. Alors Y, c'est juste une noix, hein, c'est pas le filet. Parce que là, on nous a juste parlé de filet la question d'avant. Mais là, on est vraiment sur une noix. Hein. Ok. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la probabilité pour que le poids d'une noix soit compris entre 20 et 36 grammes. Alors, comment je fais ça? Alors, soit vous avez une calculatrice type Numworks qui fait directement ça. Vous rentrez les paramètres de votre loi normale et ça vous donne directement ces éléments-là. Je vais simplement expliquer le procédé. Donc ici, j'ai donc ma courbe normale et je sais qu'une noix en moyenne fait 28, un poids de 28 grammes. Ok, et maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est que je veux prendre toutes les noix qui sont comprises entre une borne mine qui serait ici de 20 et une borne max qui serait à peu près ici. Voilà, je ne sais pas tout à fait... hop. Qui serait de 36. Voilà. Et moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la proportion des noix qui sont dans le vert par rapport à la proportion totale. En gros, c'est-à-dire quel est le ratio entre la partie verte par rapport à
par rapport à toute la population des noix que je peux retrouver. Je vous rappelle que l'aire qui se trouve en fait entre la représentation de ma loi normale et l'axe des abscisses, en fait, c'est 1. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la proportion du vert par rapport à l'espace complet qui se trouve en fait entre les deux courbes. Alors ça, il y a des calculatrices qui le donnent directement. Moi, je peux utiliser Excel aussi pour l'utiliser dans la loi normale. Donc, cette fois-ci, j'ai X et j'ai une loi normale. Et pour que ça marche, il faut que je donne en fait les paramètres de ma loi. Normal. Alors, moi je vais prendre la borne min qui est 20, la borne max qui est 36, et je vais appeler ma loi normale. Alors, dans Excel, on a un petit peu, je vous explique un petit peu comment marche la fonction d'Excel. On me demande X, X c'est E2, ok, et je vais rentrer les paramètres de ma loi normale. Quelle est l'espérance de ma loi normale? C'est 28. 28, c'est le poids espéré d'une noix. Quel est l'écart type? Ça aussi, c'est l'énoncé qui me le dit. J'ai un écart type de 4. Ok. Et ici, il y a une cumulée. Je vais mettre vrai pour avoir une cumulative. Qu'est-ce qu'elle va me faire, la cumulative? La cumulative, ici, telle que je l'ai définie, en fait, elle va me prendre... je vais prendre mon paint. La cumulative ici, elle va prendre en fait elle va me calculer la proportion de la zone qui est inférieure à 20. En gros, cette première valeur va me prendre cette partie bleue. Ok. Maintenant, je vais faire la même chose pour 36. Je vais tirer ma valeur vers le bas, vers 36. Comme c'est une cumulative, eh bien, ça va me prendre la proportion de la courbe qui est en dessous de 36. Ok. Mais si je prends en dessous de 36, j'ai aussi cette petite partie de 20. Donc ce qu'il faut que j'enlève, c'est qu'il faut que tout ce qui est en dessous de 36, j'enlève tout ce qui est en dessous de 20. En gros, de cette partie bleue, eh bien, il faut que j'enlève la partie verte pour avoir ce qui est entre 20 et 36. Et ce que je vais faire ici, du coup, c'est que je vais prendre 36, ce qui est en 36, inférieur à 36, et je vais enlever ce qui est inférieur à 20. Et je vais obtenir 0,9545. Donc la probabilité que ce soit là est égale à 0,9545. Ou pareil, à 95,45%. Alors on peut le faire comme ça par calcul, vous le récupérez évidemment. On peut aussi, si vous avez votre cours en tête sur la loi normale, mais là c'est un cas un petit peu particulier, vous ne l'aurez pas à chaque fois, sur la loi normale, vous avez aussi... voilà. Cette partie-là, vous savez aussi que il y a une relation en fait entre la proportion d'individus et l'écart type. C'est-à-dire que si vous partez de l'espérance et que vous prenez un écart type à gauche et un écart type à droite, eh bien vous contenez 68,27% des individus. Si vous prenez deux écarts types, vous avez 95,45% des individus. Et si vous prenez trois écarts types, vous avez 99,73%. Et là, on pouvait remarquer, donc vous voyez que le 95,45 qu'on vient de trouver, on pouvait remarquer en fait que dans le sujet, les écarts qu'on nous a demandé de calculer, on avait 20, et bien 20 c'est 28, moins 4, moins 4. Donc c'est 28 moins 2 fois l'écart type. Et 36, c'est quoi? 36, c'est 28 plus 4 plus 4. Donc c'est 28 plus 2 fois l'écart type. Et donc on retrouve bien en fait cette information-là du cours qu'on est à 95,45. Dernière question. Le nucéiculteur décide de ne pas utiliser les noix dont la masse est inférieure à 18 grammes. Déterminer la probabilité pour qu'une noix prise au hasard dans la production soit ainsi rejetée. Ok? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends mon petit graphe ici, et ça veut dire que, bon, il ne prend pas les noix en dessous de 18 grammes. Ça veut dire qu'il crée en fait une nouvelle borne, ici, 18, qui s'appelle 18, et tout ce qui est en dessous de 18,
tout ce qui est plus petit que 18, donc c'est-à-dire toute cette partie qui va se retrouver ici dans la zone jaune, tout ça, il veut le rejeter. Et donc, on est en train de chercher quelle est la proportion de noix qui se trouve dans la zone jaune par rapport à toutes les noix. C'est-à-dire quelle est la proportion de l'air jaune par rapport à l'intégralité de l'air qui se trouve entre la représentation de la loi normale et de l'axe des abscisses. Ça aussi, c'est votre calculatrice qui va vous le donner. Et donc, en fait, on va le calculer. Hop. Donc, je veux avoir la probabilité que le poids soit inférieur à 18. C'est bien ça qui m'a donné. Dont la masse est inférieure à 18 grammes. Bon, si on a compris comment marche la cumulative en Excel, il me suffit en fait maintenant de créer ici, de mettre 18 grammes. Voilà. Et la cumulative, elle me dit que cette probabilité de 0,00621. Hop. 0,00621. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de calculer à 0,001 près, donc 3 chiffres après la virgule. Waouh, ça veut dire quoi? Que je garde que 0,06? Bon, ok, 0,06 ou donc 0,6%. Voilà, donc on a hâte de retrouver les noix les plus légères. Voilà, donc c'était un exercice, c'était un examen qui était basé énormément sur la calculatrice, que ce soit sur la loi normale, sur la loi binomiale, sur l'ajustement affine. Donc c'était vraiment un examen sur lequel il fallait connaître ces fonctions-là dans la calculatrice, donc n'hésitez pas en fait à prendre un petit peu de temps en amont de l'examen pour voir où sont planquées toutes ces fonctions-là. Alors elles sont souvent sous un menu stat, mais souvent quand vous êtes soit sur Numorg, soit sur Casio, soit sur TI, elles ne sont pas forcément au même endroit, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vérifier où sont ces fonctions. Ce corrigé, je vous le mets à disposition, vous le retrouverez dans la description, et on a fini donc du coup cet examen, et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la fin de votre BTS-CG, et bon courage également pour l'épreuve de mathématiques qui conclura votre formation. À bientôt!